J'ai reçu au cours de la dernière semaine des dizaines de témoignages d'enseignants et d'enseignantes qui vivent des situations d'inclusion qui n'ont juste aucun sens et qui ne rendent personne gagnant. Donc, j'ai fait travailler certains textes par ces enseignants pour qu'on ne puisse pas les reconnaître et je vous les partage en espérant que ça puisse conscientiser les gens ou encore changer les choses. Alors voici témoignage d'une enseignante, épisode 1, et on va l'appeler Madame Julie. Je suis enseignante depuis 20 ans. Cette année, c'est la première fois que j'ai demandé de l'aide parce que je n'y arrivais juste pas. J'enseigne au primaire. J'ai un élève qui a un diagnostic de TSA, trouble du spectre de l'autisme, un enfant pour qui l'intégration régulière me semble réaliste, pour autant qu'on mette en place certaines mesures. Il a besoin de pauses sensorielles afin d'être apaisé et disponible pour ses apprentissages. Il peut devenir très agité s'il est surstimulé. Comme je suis avec les autres élèves, c'est la TES, l'éducatrice spécialisée, qui supervise les pauses sensorielles. Malheureusement, elle est souvent débordée ou son local est occupé par des élèves en crise, ce qui fait que mon élève ne bénéficie pas de ces pauses, même si elles sont inscrites à son plan d'intervention. J'ai 2 élèves qui ont un trouble du langage. Ils auraient besoin de suivi, mais il n'y a aucun orthophoniste à mon école. J'ai un élève allophone qui reçoit 1 heure de francisation par semaine. J'ai bien sûr tous les autres petits cocos réguliers qui ont tout de même besoin de moi. J'ai un élève qui n'est clairement pas à sa place au régulier, mais la psychologue de l'école n'a pas les qualifications requises pour l'évaluer et le diriger vers le bon service. Il faut l'évaluation d'un neuropsychologue, ce qui représente un montant important à débourser par les parents. Cet élève se sauve de la classe fréquemment. Il grimpe sur les meubles et au-dessus des casiers. Il met tout ce qu'il trouve dans sa bouche. Il aime la sensation. J'ai dû lui retirer de la bouche des objets qui auraient pu le rendre malade ou l'asphyxier. Il a finalement obtenu le diagnostic TSA, mais comme il n'a plus de place en classe TSA, il restera dans ma classe jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il ne reçoit pas les ressources dont il a besoin pour s'épanouir et nécessite une supervision constante afin d'assurer sa sécurité. Au retour de la grève, ma collègue et moi avons appris que l'une de nous accueillerait un nouvel élève allophone. J'ai dit à ma direction que j'étais en dépassement si je l'accueillais, puisque X a reçu un diagnostic TSA. On m'a répondu que ça ne comptait pas, puisque le diagnostic de mon élève est arrivé après le 30 septembre. Sur papier, j'ai la place pour accueillir ce nouvel élève, X, qui comptera pour 3 élèves à partir de l'an prochain seulement. J'ai aussi un élève qui pose des gestes violents. Il frappe, renverse les bureaux, hurle en classe, me traite de tous les noms. Il a un plan. Lorsqu'il se désorganise, il sort, se calme et revient en classe. Il se désorganise plusieurs fois par jour. Il désorganise la classe plusieurs fois par jour. Certains élèves pleurent, d'autres en ont peur. Quelques-uns commencent à adopter les mêmes comportements. Il arrive que je doive faire sortir les autres élèves en vitesse pour éviter qu'ils reçoivent un objet par la tête ou un coup. Parfois, le local de la TES est déjà occupé et c'est une éducatrice qui le surveille dans le corridor. J'enseigne aux autres pendant qu'ils hurlent et donnent des coups de pied dans la porte. Des rapports de violence sont remplis en lien avec cet élève depuis sa maternelle et rien. Mon syndicat est au courant. Le dossier a été transmis au centre de service scolaire. J'ai rencontré la direction et demandé que quelque chose soit fait. On m'a répondu que nous étions dans l'obligation de lui enseigner. J'ai mentionné que les autres élèves et moi avions droit à des conditions harmonieuses, que je ne pouvais pas être en vigilance constante pour l'empêcher de frapper. Il ne semblait y avoir aucune autre solution. J'ai quitté et je suis allé voir mon médecin. Je suis en arrêt de maladie depuis. Je suis très amer face à cet arrêt. J'ai le sentiment d'avoir été mise dans une situation impossible et la personne qui me remplace vit aussi des événements de violence. Je serais heureuse de retourner enseigner, mais pas au risque d'être frappée. Pas en sachant que je ne suis pas en mesure d'assurer la protection des autres élèves. Pas en sachant que je n'ai pas les conditions adéquates pour bien faire mon travail. Des histoires comme celle-là, j'en ai reçu des dizaines au cours des derniers jours. Comprenez que je ne peux pas toutes les lire par souci de confidentialité. Les gens ont peur d'être reconnus et d'avoir des représailles de leur direction ou de leur centre de service scolaire. Et là, je sais d'expérience que je vais avoir des réactions hyper négatives de certaines personnes par rapport à ma publication et je veux en spécifier l'intention. L'intention, ce n'est pas de dire que l'inclusion des élèves à difficulté ou ayant des besoins dans les classes de régulière doit être proscrite. Loin de là. L'intention, ce n'est pas non plus de stigmatiser les jeunes ayant des besoins, c'est simplement de nommer que la situation actuelle dans bien des classes, dans bien des écoles, elle est juste intenable pour tout le monde.
Nos élèves à besoin ne reçoivent pas l'aide auquel ils ont droit et comme ils ne la reçoivent pas, ils ne cheminent pas, ils ne vont pas atteindre leur plein potentiel. Leurs parents sont souvent pris entre l'arbre et l'écorce. Ils veulent le meilleur pour leur enfant, ils veulent l'inclusion dans la classe régulière, mais en même temps, comme il n'y a pas les services, bien souvent, lorsque le jeune se désorganise, ils doivent quitter le travail pour venir le chercher à l'école, ce qui bien souvent est encore plus pénalisant pour le jeune et pour les parents. Tous les élèves sont pénalisés par ces situations, alors que l'inclusion de jeunes neuroatypiques pourrait être vraiment bénéfique pour leur développement personnel. Sauf qu'en même temps, lorsqu'on n'est pas capable de faire la classe, lorsque les élèves sont pas capables de se concentrer pour apprendre, lorsque les élèves ont peur, ils n'apprennent pas. Puis les plus pénalisés, ce sont nos élèves ayant des difficultés régulières qui ne réussissent pas à avoir l'attention et le temps avec leur enseignant ou leur enseignante. Puis bien entendu, les enseignants et enseignantes sont toujours en hypervigilance. Ils s'épuisent à essayer de répondre aux besoins de tout le monde dans la classe, alors que c'est impossible d'arriver à répondre aux besoins de tous ces jeunes et à tous les faire cheminer. Parce que pour accepter des situations comme celle-là, pour faire son gros possible, pour s'amener au bord de l'épuisement professionnel, il faut être dévoué. Mais à un moment donné, la bienveillance, la dévotion puis la vocation ont quand même une limite. Et ces enseignants-là vont tomber au combat en épuisement professionnel quand ils ne vont pas tout simplement quitter la profession. Tu es enseignant, enseignante ou tu es un professionnel du système scolaire. Tu veux communiquer avec moi pour me partager ton histoire. Je t'invite à le faire sur n'importe laquelle de mes plateformes. Tu dois communiquer avec moi à visage découvert. Cependant, ton texte peut être écrit de façon à ce qu'on ne te reconnaisse pas. J'ai hâte de t'entendre.